120 minutes. 18h15 sur les ondes de RTCI, c'est la deuxième heure de 120 minutes en ce jeudi 13 novembre 2025 et c'est le moment de votre magazine de l'économie comme tous les jeudis à partir de 18h10, 18h15. J'ai l'immense plaisir de recevoir mon invité aujourd'hui, Selida Amrabat, ex-PDG de SICAR. Selida, bonsoir. Bonsoir, c'est Mondor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vos auditrices et à vos auditeurs. Alors Selida, avant d'aborder le sujet de cette émission que nous allons consacrer à l'emploi, à l'investissement privé, je commencerai par deux chiffres. Vous allez nous en donner quelques-uns d'ailleurs. Le taux de chômage au deuxième trimestre 2025 était de 15,3%. Les zones côtières concentrent plus de 80% des investissements et de l'emploi industriel, tandis que les régions de l'intérieur continuent à souffrir d'un sous-développement structurel. Selida, en tant qu'ex-PDG d'une SICAR régionale, comment expliquez-vous cette situation ? Bonsoir Simondre, merci à vous, merci à vos auditrices et auditeurs. Effectivement, les statistiques de juillet 2025 nous ont donné des chiffres, beaucoup de chiffres bien sûr, sur le taux de croissance, sur tout ce qui est qu'on peut rappeler, épargne, tout ce qui est inflation, mais le principal chiffre était le taux de chômage. Le taux de chômage s'est amélioré de 15,7 à 15,3. À 15,3, donc c'est amélioré 0,4%. Mais toujours... Mais reste quand même élevé, honnêtement. Ça reste quand même... quand on compare avec les pays développés, on est très loin des taux de chômage. Bien sûr, on est par rapport à nos voisins, donc... par exemple, l'Algérie elle est à 11%, le Maroc il est à 13%. Donc c'est des pays qui sont un peu similaires. Un peu. Surtout le Maroc. Le Maroc, oui, plutôt. L'Algérie c'est un pays pétrolier, peut-être. Mais nous sommes très loin, oui. 15% c'est pas peu. Surtout que ce chiffre, il cache un peu les disparités. Ah oui, il cache un peu un taux de chômage en augmentation, c'est par rapport aux femmes et aussi par rapport aux diplômés. Aux diplômés, tout à fait. Bon, il renferme aussi une amélioration par rapport à l'homme. Et par rapport aux hommes et par rapport aussi à la population, aux jeunes situés entre 14 et 25 ans. Ça. Il y a une amélioration par rapport à... mais par rapport aux diplômés, c'est quand même... Il y a plus de cadres, je crois, qui sont au chômage. Nous sommes à 650 000 chômeurs. Oui, donc c'est un chiffre qui est quand même important. C'est un chiffre, parmi les 650 000, il y a à peu près 135 000 de diplômés. Et ça, c'est un grand gâchis, parce bien que sûr, la communauté les a formés. C'est plutôt sur le chômage dans cette catégorie de diplômés. Elle commence à toucher aussi même la catégorie supposée aisée, supposée d'une acceptabilité ou d'une attractivité. Les ingénieurs, par exemple. Et les ingénieurs en informatique aussi. Qui sont en train de quitter le pays. On a des milliers d'ingénieurs qui quittent le pays vers d'autres horizons. Donc, par rapport au chômage, le risque aussi, c'est le traitement. Si vous me permettez, le traitement du chômage ne peut pas être un traitement social, dans une logique sociale. C'est-à-dire d'allouer des indemnités ou bien que voulez-vous dire par traitement social ? Exactement, le chômage, c'est un élément parmi d'autres, mais il est intégré dans des informations, dans des données économiques. Il est en relation avec le taux de croissance, très en relation avec l'investissement, très en relation avec la consommation, très en relation avec l'épargne, très en relation aussi avec
l'importation et l'exportation, c'est tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Célida, si je comprends bien, un emploi ne se décrète pas. On peut pas venir dire, voilà, on va créer... Exactement, c'est pour ça. Ça ne se décrète pas. Exactement, justement. C'est un peu le résultat de tout ça. Un emploi... Le résultat, il est dans cette synergie. Voilà. Il est traité toujours dans une synergie de croissance, d'une synergie d'investissement, dans une dynamique de croissance. On ne peut pas traiter par des mesures purement sociales. Sinon, il peut devenir, il peut devenir un élément bloquant. Oui, dans la mesure où il devient une charge non productive. Donc, on paye des salaires sans qu'il y ait en contrepartie une production. Oui, un service ou donc, une charge non productive par rapport à l'État et par rapport au secteur privé aussi. Et une charge non productive, ce monde ne peut provoquer que l'inflation. C'est une demande qui ne rencontre pas une offre, production. Une production. Bon, par rapport à votre question, problème de pourquoi le 80% des investissements vont vers les côtes. Je tiens à vous préciser ici, Mondor, que par rapport au coût des informations, il y a une année ou deux qui se sont vulgarisées, oui. C'est que le coût de développement, oui. Le coût de développement, effectivement. Le coût de développement par habitant. Par habitant, il est le plus élevé est dans les régions d'intérieur. Et le moins élevé dans la région côtière. C'est tout à fait logique. Mais ça, on n'en parle pas, Célida. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, pour disons, expliciter davantage, c'est-à-dire pour construire des barrages, un hôpital, bien sûr, les routes, etc., les infrastructures, dans des terrains plats, par exemple, que dans des terrains cabossés ou dans des montagnes. Bien sûr, c'est le coût d'investissement dans les terrains, dans les régions d'intérieur et sur des terrains accidentés, bien sûr, il est plus élevé, ça va de soi. C'est ça. Donc ça va de soi. Personnellement, d'après mon expérience. D'après votre expérience, puisque vous avez été dans les régions. Justement, personnellement, j'ai pas de problème à ce que la chose soit développée, à ce que la croissance démarre dans les régions d'intérieur ou dans les régions côtières. Mon problème, c'est que la croissance ou le développement, il est toujours, à mon avis, il est mené par des locomotives. Une sorte de levier. Exactement. La locomotive, souvent, se trouve dans les régions là où il y a les éléments qui favorisent l'investissement, qui favorisent l'investissement. Un écosystème. Surtout si je parle de l'investissement privé. L'investissement privé, il n'a pas de sentiment. L'investissement privé, c'est un phénomène gravitationnel. Il va là où... là où il y a un intérêt, là où il est rentable. Là où il est rentable, là où il ne trouve pas d'obstacle, là où il gère mieux ses coûts. Oui. Donc, dans les régions côtières et dans les régions peut-être... Il s'y retrouve davantage. Exactement. Il y a des coûts plus avantageux dans ces régions. Il y a aussi... Et puis un environnement aussi. Le marché, peut-être aussi, il y a aussi un plus grand marché. Proximité, les phénomènes de proximité. À côté d'un port, par exemple. Au port, à l'aéroport. Voilà. Donc, le plus important, c'est de faire actionner le mécanisme de redistribution. Le mécanisme de redistribution à travers le mécanisme fiscaux, à travers les dons, à travers le mécanisme, l'assistance, les mesures sociales. Donc voilà. Mais alors, Célida, sur quel pilier va reposer la création d'emplois, puisqu'on est en train de dire
comment faire pour diminuer ce taux qui est en fait structurel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce taux, il s'est devenu quasiment une masse presque incompressible. Exactement. Elle est devenue pratiquement incompressible, difficilement compressible. Oui. Difficilement compressible. À mon avis, il y a trois piliers. Il y a trois piliers, effectivement. Le premier pilier, ici, il concerne un peu l'infrastructure, l'amélioration du cadre de vie. Tout à l'heure, on a parlé, en off, oui, lorsque vous étiez... l'attractivité des régions d'intérieur. Effectivement. Le problème, c'est un problème de cadre de vie, un problème c'est un environnement plaisant, c'est là où vous pouvez trouver des écoles, des hôpitaux, la santé, le transport, des moyens de culture, le transport, etc. Exactement. Donc le premier pilier, c'est un peu ça, c'est l'amélioration du cadre de vie, l'infrastructure, tout ce qui est santé, tout ce qui est route aussi, tout ce qui est scolarité, tout ce qui est formation, tout ce qui est transport, tout ce qui est loisirs aussi, tout ce qui est sécurité, bien sûr, ça va de soi, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est air raffiné, tout ce qui est eau propre, tout ce qui est tout. Tout ce qu'on retrouve, disons, dans les environnements qui sont plus attachants. Exactement. Ça est le premier pilier. Donc il faut et c'est le rôle de l'État. Hein. Ça c'est le rôle de l'État, bien sûr. Parce que ça demande de gros investissements. Exactement. Deuxièmement, un peu, c'est tout ce qui est réglementation, amélioration de l'environnement de l'entreprise, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est procédure, tout ce qui est allègement des procédures, allègement de la réglementation aussi, la réglementation aussi. Tout ce qui est, tout cela pour mettre l'entreprise et pour mettre l'agent économique en général à l'aise et dans un état d'épanouissement et dans un état de création. Donc le deuxième. Le troisième pilier sur lequel j'accorde beaucoup d'importance, c'est un peu l'amélioration ou plutôt les incitations peut-être. Et justement, c'est un peu le financement, oui. C'est un peu tout ce qui est financement, tout ce qui est avantage, tout ce qui est mécanisme de redistribution qu'on vient de parler. C'est les régions d'intérieur, effectivement, les régions d'intérieur, c'est ça. Avec ces mécanismes, on peut améliorer leur attractivité avec un financement de proximité d'abord, un financement qui tient compte de tout ce de l'environnement et des difficultés de la région. Et aussi des avantages financiers et fiscaux qui améliorent un peu donc les trois piliers normalement qu'il faut mettre en place pour réellement inciter à la création d'emplois. Effectivement. Là, il y a aussi... l'emploi sans qu'il soit issu d'une dynamique d'investissement, une dynamique de création de richesse, on ne peut pas parler d'emploi créatif et d'emploi productif. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le commencement. Et d'ailleurs, je crois que Selira Amrabat, notre invité aujourd'hui, ex-PDG de SICAR, nous parlons de développement régional, nous parlons de création d'emplois. En préparant l'émission, vous avez souhaité parler des conclusions de l'enquête BEI Union Européenne sur les défis des PME tunisiennes en 2025. Alors, effectivement, là où il y a des chiffres qui sont intéressants. Effectivement, moi j'appelle le troisième pilier, j'appelle à une amélioration du cadre incitatif et du cadre financier de financement des PME. D'ailleurs, comme vous avez vient de préciser, la BEI et l'Union européenne, ils ont mené une enquête
je sais pas, il y a 3 ou 4 mois. Donc, ils ont mené, mais elle est publiée, donc il y a un mois à peu près, une enquête sur un peu le mécanisme de financement ou sur l'accès, voilà, c'est simple, sur le défi de financement des PME. Voilà, le titre. C'est un gros morceau. Exactement. Les PME, si Mander, les PME et les petites Les très petites entreprises, oui. À peu près, ils font 95% du tissu économique. Donc c'est presque l'ensemble Exactement. des entreprises. À peu près, elles fournissent, voilà, cette catégorie fournit à peu près 70% de l'emploi dans le secteur privé. Donc, c'est une source d'emploi, c'est une source de richesse et mérite d'être beaucoup d'attention. Oui. Donc là, je reviens à l'enquête. Pardon. L'enquête prouve que une PME sur deux se trouve incapable d'accéder au financement, formel. Oui. Autrement dit, financement bancaire en grande partie. Surtout. Financement bancaire, surtout financement bancaire. Plus que 80% des enquêtés confirment que l'obstacle de garantie forme presque l'obstacle majeur de l'accès au financement. Le 30 ou 32 ou 33% à peu près confirment que les procédures sont très compliquées pour accéder au financement bancaire. 30% à peu près le même taux, 32%, confirment qu'ils n'ont pas l'information sur les différents mécanismes de financement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des problèmes de méconnaissance. Exactement. Donc il y a beaucoup il y a d'autres conclusions, mais les principales conclusions en rapport avec les financements, c'est clair que c'est vraiment un obstacle majeur au développement des entreprises. Effectivement. Donc, mais ça ne date pas d'aujourd'hui et les banques ne se sont pas secouées jusque-là, Célida, pour améliorer la culture financière, être plus proche de leurs clients. C'est ça le problème. Simon, même l'actualité, aujourd'hui le mécanisme actuel, plutôt les conditions de financement, bancaire, sincèrement, sont très loin de la réalité d'une PME. Aujourd'hui, la banque, d'ailleurs c'est réglementé, hein, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Donc, un crédit moyen terme, c'est un crédit remboursable sur 7 ans. Alors qu'une PME n'arrive à maturité, souvent, il lui faut 7 ans, 8 ans pour arriver à maturité. Comment voulez-vous qu'elle puisse réellement s'en sortir alors qu'elle doit rembourser tous ses crédits Exactement. En 2015, je crois, ou 2016, j'ai assisté à une réunion, si vous me permettez, Simon. Oui, bien sûr. J'ai assisté à une réunion au ministère des Finances à l'époque. C'était la réunion pour une première réunion de réflexion à propos, à l'époque, le lancement ou la création d'une banque des régions. Oui. Donc, ils ont assisté avec nous à la réunion des experts allemands. Ils ont l'expérience dans la banque des régions. Exactement, KfW. Oui. Et parmi les points qu'ils nous ont parlé, ils nous ont parlé de modalités de financement des PME. Bon, c'est un peu compliqué, mais souvent une PME, pour eux, une PME bien sûr, la taille, elle est beaucoup plus importante que notre définition ici en Tunisie. Mais le financement, il est il diffère beaucoup de nos modèles de financement en Tunisie.
un projet, une société PME, elle est financée en Allemagne, juste à 10% en fonds propres et 90% en financement bancaire. 90%. Alors qu'en Tunisie, souvent, le minimum, c'est 30% fonds propres, 70% financement bancaire. 10%. Mais les plus importants et les plus choquants, c'est que le remboursement se fait sur 15 ans, avec 7 années de grâce. Ah, 7 années de grâce, 7 années, grâce réelle. Hein. Ils ne payent ni intérêt, ni rien du tout. Oui, c'est pour leur donner le moment et vraiment la durée propice pour vraiment être sur ses pieds et pouvoir se développer. Exactement. Voilà, comme ça, après 6-7 ans, elle peut être capable d'avoir des ressources qui lui peuvent permettre de rembourser ses crédits, etc. Exactement. Je reviens sur la question des banques. Donc, le mécanisme aujourd'hui, les instruments, ou plutôt les instruments financiers, ou plutôt les conditions ne marchent pas avec une PME, ne sont pas adaptés. Oui. Et toujours, mes propositions sont centrées sur un financement en fonds propres. Voilà. Financement en fonds propres. Disons qu'on arrive à cette partie de l'entretien, Célida, pour voir quelles sont, d'après votre longue expérience en matière de développement régional, quelles sont vraiment les propositions importantes en matière de financement du capital des PME dans la région du Nord-Ouest. Ça, c'est votre expérience, mais on peut la dupliquer, je pense, partout. N'est-il pas temps de reconnaître que chaque région doit se spécialiser en fonction de ses richesses naturelles et humaines? C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne bien à Kairouan peut ne pas bien fonctionner du côté de Bizerte. Exactement. Peut-être on commence par ce point. Et il faut rapprocher un peu les avantages, un peu tous les mécanismes mis de l'État pour encourager l'investissement, le recadrer avec les potentialités de région. Les potentialités de région. Lorsque je parle par exemple, hein, c'est exemple au pif, oui. Je finance par exemple un projet de conditionnement je dis n'importe quoi, hein, de façonnage de marbre, oui. Dans la région du Nord-Ouest avec certains avantages, mais le même projet est monté dans une région là où il n'y a pas de marbre, donc je n'accorde pas des avantages. Voilà, il faut oui. réorienter les avantages compte tenu des spécificités de la région. C'est ça. Et aussi reprendre un peu le concept de l'investissement en filière et en chaîne de valeur. En chaîne de valeur. En chaîne de valeur. Lorsqu'on produit de tomates, on produit de tomates à Bousselem ou par exemple à Jandouba ou à Siliana ou au Crib, au Kef. Donc, je préfère que l'unité de transformation se fait intégrer dans la région, la région là où il y a la production. C'est pour cela 100 km. Exactement. C'est aussi, par exemple, la région du Nord-Ouest, c'est une région bien sûr diversifiée, à économie diversifiée. On a même investi dans la médecine, dans la production de médicaments et dans le produit pharmaceutique. Oui. Mais il y a trois piliers. C'est l'agroalimentaire, l'agriculture, l'agroalimentaire. C'est tout ce qui est substance utile. Oui. Substances utiles, sable, gypse, marbre, concassage donc la région grouille de ce genre de substances. Exactement, c'est la région des substances utiles par excellence. Aussi tout ce qui est écotourisme, tout ce qui est soins naturels, tout ce qui est soins thermal, tout ce qui est... Donc la région, elle est tellement riche en ces produits, donc qu'il faut... Donc voilà, j'appelle à une orientation de
beaucoup plus vers les spécificités de chaque région et pousser à l'intégration dans la région. Oui. Donc ça, le premier point. Deuxième point, c'est Mondre, il faut penser aussi à un financement, comme je viens de parler, un financement beaucoup plus en fonds propres et un financement d'accompagnement. Les crédits bancaires sont un financement souvent pris par des garanties, mais un financement qui est indexé sur le résultat réel du projet, plutôt sur le résultat. Et je parle bien sûr du financement en capital, en fonds propres, et tout ce qui est quasi fonds propres. Par la même occasion, j'appelle bien sûr aujourd'hui ce sont les sociétés d'investissement à capital risque ou les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risque, des FCPR, les sociétés de gestion des FCPR, qui sont dédiées à ce type de financement. Mais le problème, il y a une réglementation qui l'empêche à être très bénéfique, très libre et très de proximité et très libre de financer, de répondre aux besoins des promoteurs. Alors quels sont ces obstacles, Célina? Par exemple, la SECAR ne finance que l'investissement. Pourquoi alors que l'entreprise elle a besoin de financement, donc de l'investissement, mais également de l'exploitation. Financier d'exploitation, oui, effectivement. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et surtout la première période. La période de démarrage. Souvent, les banques sont un peu réticentes. Oui. Et ils veulent voir les projets dans une étape très avancée d'exploitation et de production. Oui. Donc cette phase elle pourrait être financée par deuxième obstacle, c'est eux qui ne financent pas l'exploitation. Oui. Donc ils ne financent pas l'exploitation, ils financent uniquement l'investissement. Bien sûr, la question de majorité aussi. Au niveau du capital. Il se bloque par la question de majorité. Il ne peut pas être majoritaire, donc souvent il ne passe pas à 50%, alors que le promoteur, il a besoin de financement, il a besoin de soutien financier, et à plusieurs reprises, on se trouve bloqué, ou bien on fait des acrobaties et des montages assez pour contourner cette mais très difficile. D'abord, il demande beaucoup de temps et très difficile. L'idée force, c'est de laisser le promoteur pendant la période de l'investissement et la période de démarrage et la période de démarrage de l'exploitation, il faut le laisser libre de tout engagement, de toute pression financière, de remboursement de prêts. Donc, ça demande une refonte de la loi. De la loi, effectivement, de la loi. Donc, laisser la SECAR libre, du moment où elle est convaincue d'accompagner et de financer, il faut la laisser libre. D'abord, il faut la laisser libre de choisir l'instrument qui convient, le plus adéquat, plus adéquat qui convient à la demande à la situation de l'entreprise, et aussi, il faut la laisser libre d'être très à proximité, très de proximité, dans la mesure où le financement souvent n'est pas compliqué, ne demande pas de garantie, ne demande pas. Donc, elle est uniquement motivée par la réussite du projet, et elle est convaincue uniquement par le projet. Bien sûr, ma proposition aussi concerne aussi la phase du choix du projet. Le choix du projet, je pars toujours de mon expérience. Oui, bien sûr. Le choix du projet, ainsi et surtout les choix des moyens techniques et moyens humains du projet. Les moyens techniques, c'est on peut travailler sur une ligne, par exemple, de façonnage de marbre. Je reviens toujours, mais quelle technologie choisir, quelle ligne de production choisir,
Je ne crois pas qu'un jeune qui vient de terminer ses études et de sortir de l'école, il est capable vraiment de choisir... Exactement. J'ai toujours proposé l'intégration des centres techniques. Les centres techniques, ils connaissent bien les technologies, ils sont très en diapason de l'évolution technologique. Il faut les associer dans les projets. Et il faut les associer, et même gratuitement ou très symbolique, ou avec des prix indexés sur l'activité aussi. Pourquoi pas. Aussi, il y a toujours, je parle de mon expérience aussi, les PME. Je parle toujours des PME. Oui. Entre parenthèses, la PME, elle est définie souvent selon son coût d'investissement. Et le coût d'investissement d'une PME varie souvent entre 200 000 dinars et 15 millions de dinars. C'est ça. Ça, c'est un peu la définition courante de la PME. De la PME. Effectivement. Donc, parmi les éléments qui nécessitent beaucoup de temps et d'efforts dans la phase de l'investissement, c'est la construction. J'ai vécu l'expérience d'une société que j'ai gérée moi-même, filiale à la Sodino que j'ai gérée aussi. Société, déjà elle est créée sur instruction sur les SICAR régionales, toutes les SICAR régionales, les trois SICAR régionales, sur instruction des pouvoirs publics. Ils ont créé en 2008 des sociétés immobilières industrielles. Leur mission, leur rôle, c'est de construire des locaux industriels et de les mettre à la disposition des investisseurs étrangers ou des investisseurs tunisiens, c'est kiff-kiff, et surtout aux nouveaux promoteurs. Et ce mécanisme épargne le promoteur au moins de 2 ans ou 2 ans et demi. Il allait consacrer à la construction et à la mise en place des équipements. Un local, il est prêt à être... Donc, aussi, parmi mes propositions, c'est d'actionner ces concepts. Ces sociétés existent encore, mais comme les SICAR régionales existent encore. Pour les réanimer, il faudrait les réanimer. Exactement. Simondre. Et nous allons finir avec ça, Sylvain, parce que le temps qui nous est imparti. Donc, on pourra évidemment en parler dans une autre émission. Oui. Justement, la question toujours, c'est une question de financement. Oui. Et rapidement, il faut d'abord reprendre un peu, ou il faut améliorer le cadre réglementaire ou les cadres réglementaires des SICAR et des FCPR pour leur permettre d'accéder, d'être plus engagés avec les promoteurs. De deux, renforcer ou plutôt créer des fonds régionaux à travers les SICAR régionales ou à travers le mécanisme que l'État, donc ces fonds de proximité. Et troisièmement, aussi réactiver, réactionner les sociétés immobilières. Déjà ils se sont toutes créées sur instruction de pouvoir public. Des pouvoirs politiques. Voilà. Très bien, Célida, merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails aussi intéressants et riches par rapport au développement régional, à la création d'emplois et les modes de financement. Merci beaucoup, Célida. Merci beaucoup, Simondre. Et puis à très bientôt. Et à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Allez, il est 18h49, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. On écoute Billy Paul tout de suite.